Dans l'histoire de l'archéologie, certains noms résonnent comme un tonnerre et des découvertes éblouissent avec la violence d'un éclair. Il suffit de penser à Howard Carter et son Toutankhamon ou à Heinrich Schliemann et sa Troie. Ces aventures sont devenues des légendes, ont rempli des manuels, inspiré des superproductions et alimenté des récits de malédictions d'or et de secrets déterrés après des milliers d'années de silence. Cependant, il existe une autre histoire moins racontée et enveloppée, non pas d'un anathème surnaturel, mais d'un silence si assourdissant qu'il frôle le fantastique. C'est la chronique d'une découverte colossale et en même temps tragiquement reléguée à l'oubli, un cas qui est devenu en soi le grand mystère archéologique du XXe siècle. C'est l'histoire de l'archéologue français Pierre Montaigne et d'un pharaon qui, selon la logique académique de son temps, ne devrait tout simplement pas avoir existé. Ce qui suit est un véritable thriller d'investigation, la saga du pharaon d'argent. Au début du XXe siècle, le monde a connu une fièvre de l'or particulière. On ne cherchait pas des pépites, mais on traquait des sépulcres. L'humanité était littéralement envoûtée par l'Égypte. Les journaux, la radio et le cinéma naissant s'imprégnaient de pharaons, de pyramides et de momies. La découverte de Carter, la tombe presque intacte d'un jeune roi, a explosé comme une supernova culturelle. Cette découverte ne s'est pas limitée à occuper les premières pages, elle est devenue l'image même d'une époque. Chaque pas de Carter, chaque objet extrait de la chambre funéraire était suivi avec une attention hypnotique. Le masque doré de Toutankhamon est devenu un icône absolue, symbole de l'Égypte ancienne et par extension de l'histoire humaine entière. À la fascination s'est ajouté le mythe de la malédiction alimenté par la mort mystérieuse de Lord Carnarvon, le mécène des fouilles. Il semblait que le dernier grand secret avait été révélé. Que pourrait-on faire de mieux ? La réponse n'était pas là où tout le monde regardait. La vallée des rois, ce ravin sec et baigné de soleil près de Luxor, était devenue la Mecque incontestée des archéologues, aventuriers, voyageurs et journalistes. La conviction générale était qu'il y avait là, dans la nécropole royale par excellence, la terre gardait ses mystères suprêmes. Tout le monde le croyait, sauf un homme. Son nom, Pierre Montaigne, archéologue français, professeur à l'université de Strasbourg, au tempérament opposé à celui de Carter, moins enclin à la théâtralité et à l'éclat médiatique. Montaigne était l'incarnation de l'enquêteur obstiné, méticuleux, méthodique, peu ami des feux d'artifice. Pendant que les caravanes d'expédition rivalisaient dans le sud dans la vallée, il tournait les yeux vers le nord, vers le delta du Nil, un décor que de nombreux collègues considéraient canté comme un bourbier archéologique, un marais sans espoir. Le delta n'est pas l'aridité qui, tel un emballage sous vide, conserve dans le désert ce que le temps oublie. Le delta est humidité, limon-vie en mouvement. Là, le grand Nil, à la manière d'un arbre colossal, se divise en centaines de bras et de canaux avant de se déverser dans la Méditerranée. Le terrain saturé d'eau subissait chaque année les crues du fleuve avant la construction du haut barrage d'Assouan, des crues qui dévastaient, détruisaient et ensevelissaient sous des mètres de limon fertile toute œuvre humaine érigée au fil des millénaires. Tout étudiant de première année l'apprend vite. L'humidité est l'ennemi mortel de la conservation. Le bois se pulvérise en quelques décennies, les papyrus deviennent une masse informe, l'adobe se dissout. La pierre cède, se fissure et s'enfonce. Chercher une tombe royale intacte dans le delta du Nil était comme prétendre sauver un manuscrit parfait du fond de l'océan. Ce n'était pas seulement difficile, cela semblait une témérité, mais Montaigne n'était pas un téméraire aveugle, mais un limier d'archives. Il croyait moins aux rumeurs à la mode qu'au poids froid des textes anciens. Les inscriptions sacrées, les chroniques égyptiennes et même la Bible mentionnaient une grande ville dans le delta Tanis. Cette ville fut la capitale pendant une partie substantielle de ce que l'on appelle aujourd'hui le troisième période intermédiaire, une époque que l'historiographie a coutume d'appeler, avec un certain mépris, l'âge sombre de l'Égypte. Ce furent des années de fracture politique d'un royaume divisé en deux. Au nord, des pharaons établis dans le delta. Au sud, à Thèbes, les grands prêtres du dieu Ammon se comportaient comme des théocrates pratiquement indépendants, tandis que des tribus libyennes pénétraient dans le pays. On répétait que tout déclinait. Le pouvoir, les arts, la richesse. On attendait des guerres de cette période ni œuvre monumentale, ni trésor inépuisable. Montaigne était fermement en désaccord. Son raisonnement d'une logique de fer était simple. Si Tanis était la capitale, c'est là que vivaient et mouraient les rois. Et si les rois y mouraient, leur tombe devait reposer quelque part. Il était convaincu que sous des collines discrètes de Tanis, enfouies sous des couches de limon et sous un oubli absolu, se trouvaient les réponses aux énigmes d'une époque entière. Il commença à fouiller dans les dernières années des années 20 et, pendant 10 ans, saison après saison, son équipe travailla avec une patience presque monastique, pas à pas s'ouvrant un chemin dans la terre récalcitrante du delta.
Ce fut un travail épuisant et souvent ingrat. Ils mirent au jour des restes de murailles et des échantillons de temples, des fragments de statues colossales de Ramsès le Grand, et peu à peu, ils comprirent que les pharaons de Tanis étaient des réutilisateurs accomplis. Ils avaient amené des monuments de l'ancienne capitale de Père Ramsès pour les utiliser comme carrière de leur nouvelle ville. Les pièces impressionnaient, oui, mais ne menaient pas au cœur la nécropole royale. L'argent du Louvre diminuait, l'enthousiasme de l'équipe s'essoufflait, et les collègues d'autres campagnes haussaient les épaules avec condescendance. Nous l'avons déjà dit. Et alors arriva l'année fatidique. 1939, le monde se penchait vers l'abîme. En Europe, le fracas de la guerre imminente grandissait jusqu'à devenir assourdissant. En septembre, Hitler envahit la Pologne et alluma la mèche de la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Il semblait que l'humanité entière était sur le point de perdre tout intérêt pour les anciennes tombes. Cependant, dans le delta du Nil, loin des tempêtes politiques et des hurlements des sirènes, on n'entendait que le bruissement des palmiers et le rythme obstiné des pioches contre la pierre. L'expédition de montée continua comme si elle habitait un autre temps. Ils concentrèrent leurs efforts dans l'angle sud-ouest du grand complexe du dieu suprême Amon à Tanis. Et là, presque à l'entrée même du temple en ruine, les ouvriers tombèrent sur quelque chose d'inusuellement dur. C'étaient des blocs supérieurs taillés avec précision qui fermaient une structure souterraine inconnue. Un nettoyage lent, douloureusement méticuleux commença. Pierre après pierre, pelle après pelle de terre, ils descendaient avec précaution. Il devint vite évident. Ils avaient trouvé l'accès à une tombe. Après des années de recherches stériles, les cœurs s'accélérèrent. Mais le premier coup d'œil à l'antichambre apporta un froid désenchantement. La pièce était vide. Au sol, des fragments d'équipements funéraires éparpillés. Sur les murs, des suies indubitables de torches de voleurs anciens. Une autre tombe pillait une histoire répétée en Égypte des milliers de fois. L'équipe était abattue. 10 ans et encore un mur. Monter cependant n'était pas de ceux qui capitulent à la première défaite. Pendant que ses assistants s'effondraient épuisés sur les pierres, il examina les murs comme un détective sur une scène de crime centimètre par centimètre avec un mélange d'expérience aguerrie et d'intuition presque surnaturelle. Et il trouva un indice minimal. Dans un coin de la pièce, la fabrication de la maçonnerie variait subtilement. Les joints n'étaient pas identiques à ceux du reste. Le mortier semblait différent. C'était comme si cette toile avait été relevée après cachant quelque chose. Pour un autre, cela aurait été à peine un jeu d'ombre. Pour monter, c'était une piste. Faible, oui, mais unique. Il ordonna d'agir. Avec peu de foi, les ouvriers commencèrent à démonter ce tronçon terne du mur. Les coups des barres et le bruit sourd de la pierre résonnaient de manière inquiétante dans la chambre étroite et étouffante. Une autre heure passa. Le mur semblait massif et tout à coup l'une des pierres céda avec un craquement. Derrière s'ouvrit un vide noir. L'ouverture exhala un air stagnant lourd immobile emprisonné là depuis 3000 ans. Lorsque l'ouverture fut suffisante pour qu'un homme puisse passer monter, prit une lampe de poche et s'engouffra le premier dans l'obscurité. À la lumière vacillante des lampes à acétylène et des lampes électriques, quelque chose d'impossible se produisit. Il faisait face à une chambre funéraire nouvelle, inconnue, et elle était intacte. Devant eux se dressait un sarcophage monumental en granit rose d'Assouan couvert de hiéroglyphes. Mais ce n'était pas le plus déconcertant. Il y avait des vases en albâtre, des contenants pour les viscères des meubles rituels. Et à côté du grand coffre en pierre, un autre sarcophage concentra tous les regards. Il était métallique, mais pas de cet or solaire familier. Il brillait d'une lueur froide lunaire. C'était de l'argent. Pour calibrer le choc intellectuel et émotionnel que Monté et les siens ont vécu, il faut se rappeler un fait qui bouleverse nos valeurs modernes. Dans l'Égypte ancienne, durant certaines périodes, l'argent pouvait valoir plus que l'or, parfois le double et, selon certains documents d'échange même, jusqu'à 10 fois plus. L'explication était claire. L'or cher des dieux était relativement accessible. Il était extrait dans les régions désertiques de Nubie, à l'extrême sud de l'Empire. L'argent, en revanche, ose des dieux presque inexistants en Égypte sous forme de gisements. C'était un métal étranger amené de loin des mines d'Anatolie, dans l'actuelle Turquie et des îles de la mer Égée. L'obtenir nécessitait des routes commerciales complexes, une diplomatie cultivée et des liens solides avec d'autres grandes civilisations. Posséder une abondante quantité d'argent était faire étalage de quelque chose de rarissime, un emblème non seulement de richesse domestique, mais de pouvoir global et d'influence internationale. Et là, dans cette tombe humide, se dressait devant Pierre Montaigne un sarcophage complet. Pas une coupe, pas un bracelet, pas une figurine, un cercueil monumental fondu en argent pur. Dans les annales de l'égyptologie, rien de semblable n'existait ni avant ni après.
Cette découverte déconstruisait les clichés sur la pauvreté et le déclin des pharaons de la troisième période intermédiaire, cette étape supposément sombre et décadente. Avec effort à la lumière muette des lampes, ils lurent dans le granit le nom de Susénès Ié, un pharaon de la 21e dynastie souverain d'il y a environ 3000 ans, dont l'histoire ne conservait que quelques mentions dans des chroniques de temples et un couple d'inscriptions sur des statues. Une figure presque mythique floue. Et sa tombe était là complète. Plusieurs jours furent nécessaires pour préparer l'ouverture des sarcophages, documenter chaque détail, fixer la position des objets et photographier la scène. La tension grandissait heure après heure. Pendant que le monde se précipitait sans remède vers la guerre, dans cette chambre du Delta se forgeait l'une des découvertes les plus remarquables de la mémoire humaine. L'équipe décida d'ouvrir d'abord le grand sarcophage en granit de ces scènes. Avec un système de levier, un groupe de 10 ouvriers égyptiens s'épuisant à chaque centimètre déplaça la couverture de plusieurs tonnes. À l'intérieur apparut un second sarcophage en granit noir encore plus raffiné et à l'intérieur un troisième de forme humaine, taillé dans du bois et entièrement recouvert de feuilles d'or. C'était une matrioshka funéraire à l'égyptienne conçue pour protéger le corps du roi dans son voyage vers l'éternité. En l'ouvrant surgit la momie de Susénès, le visage couvert par un magnifique masque en or. Mais le prix le plus élevé, le mystère le plus profond attendait dans le sarcophage en argent. À qui appartenait-il? Sur sa surface se lisait le nom d'un autre pharaon Shoshenqdur. On était souverain de la 21e dynastie. Comment son coffre avait-il terminé là, dans la tombe de ces scènes, une autre énigme? Lorsque, avec peine, ils levèrent le couvercle plus de 100 kg d'argent massif, les archéologues gardèrent un silence respectueux. Parmi les restes en décomposition de bandages en lin apparurent des trésors d'une beauté presque irréelle. Un large collier de faucons en or et pierres précieuses, des pectoraux, des bracelets massifs en or et en lapis-lazuli. Et pourtant, ce qui était le plus bouleversant fut de constater la tragédie. La momie s'était presque complètement désintégrée à cause de l'humidité séculaire. Il ne restait qu'un squelette noirci parsemé de bijoux. L'argent, à la différence de l'or chimiquement noble, s'oxyde. Ce processus lent mais implacable associé au climat humide du delta avait ruiné la matière organique. C'était un triomphe scientifique et en même temps une perte humaine. L'histoire de la tombe ne s'arrêtait pas là. Au fur et à mesure que Monté et son équipe dégageaient les pièces, ils comprirent intuitivement qu'il ne s'agissait pas seulement du repos de ces scènes. C'était une crypte dynastique, une nécropole royale secrète habilement dissimulée à l'intérieur d'un sépulcre plus ancien déjà pillé. Dans des chambres voisines cachées derrière des murs qui faisaient semblant d'être simples, ils trouvèrent des enterrements d'autres souverains et de leurs proches, le pharaon Amenemapet, successeur de Susénès, dont la momie reposait également dans un sarcophage de pierre avec un ensemble d'ornements très riches, et le prince Ankhéfenmut. Et pour la surprise de tous, l'enterrement d'un haut militaire et prêtre à un commandant nommé Unzebaenset fut honoré d'une sépulture aux côtés de son seigneur, et son équipement était presque aussi fastueux. Une coupe en or d'une élégance exquise, des figurines en argent et des armes incrustées. Ce n'était pas la découverte d'une tombe, c'était la récupération d'un stratum entier de l'histoire égyptienne, une capsule du temps intacte qui proclamait clairement que le troisième période intermédiaire n'était pas seulement décadence et pénurie, c'était une époque d'art raffiné, de richesses énormes, presque inimaginables, et de relations internationales complexes qui permirent d'accumuler de l'argent à grande échelle, une opulence suffisante pour enterrer ses rois dans des sarcophages en métal alors le plus convoités. L'apogée vint avec l'étude détaillée de la momie du propre Susénès-Sonnier. Son masque en or, bien que moins lourd et moins somptueux en filigrane que la renommée dorée de Toutankhamon, éblouissait par une expression sévère, puissante, implacable. Ce n'était pas le visage d'un enfant, mais celui d'un souverain mature âgé maître de lui. Les doigts des mains et des pieds étaient protégés par des étuis en or finement travaillés pour conserver leur forme dans l'au-delà. Sur sa poitrine reposaient des dizaines de colliers et d'amulettes en or, en lapis-lazuli et en cornaline. À ses côtés reposaient des vases en or pour des libations rituelles, des dagues avec des poignées en or et les insignes royaux. La quantité totale d'or et d'argent récupérés était énorme. En valeur et surtout en signification historique, l'ensemble de Tanis était parfaitement comparable, sinon supérieur à celui de la tombe de Toutankhamon. Pierre Monté avait réalisé la découverte du siècle. Il a démontré sa thèse au monde. Il a trouvé ce que personne n'attendait sur ce terrain impossible.
Ce qui aurait été naturel aurait été une explosion mondiale de titres, la consécration immédiate du nom de Susénès aux côtés de celui de Toutankhamon. Mais l'histoire s'est retournée avec cruauté. Alors que Monté et les siens cataloguaient avec enthousiasme les découvertes, l'Europe tenait en armes. À peine quelques mois après les moments culminants dans la tombe, l'Allemagne nazie, évitant la ligne Maginot, lança son invasion fulgurante de la France. Le pays fut occupé en quelques semaines. Les communications avec la mission en Égypte furent coupées. Monté dut tout suspendre à la hâte et retourner dans son pays plongé dans la guerre, le chaos et l'humiliation de l'occupation. Il réussit à organiser à peine le transfert des pièces les plus précieuses au Caire où elles furent cachées dans les sous-sols du musée égyptien à l'abri autant que possible des caprices de la guerre. La nouvelle de sa découverte circula dans les cercles académiques. Quelques articles préliminaires furent publiés dans des revues françaises, mais le monde avait les yeux tournés ailleurs. Il suffit de rappeler le fracas provoqué par la tombe de Toutankhamon en 1922. C'était dans des temps de paix, les années 20 rugissantes l'ère du jazz, l'essor du cinéma, du télégraphe, de la presse mondiale. Chaque nouvelle venue de la vallée des rois se propageait dans la journée. Autour de Toutankhamon naquit une industrie culturelle entière motifs égyptiens dans la mode, le design, l'architecture, film-livre. Et que se passait-il en 1940 ? Des parties du front, le bombardement de Londres, l'exode de millions de réfugiés, le chiffre écrasant de centaines de milliers de morts, la bataille d'Angleterre. Dans ce paysage apocalyptique, la nouvelle d'un ancien pharaon trouvé dans les marais égyptiens se perdit irrémédiablement. Elle ne fit pas seulement la une à peine fut-elle perçue. Elle se noya dans l'océan sans fond de la douleur, de la peur et de la souffrance de la guerre. Montaigne survécut au conflit. Après sa fin en 1946, il publia un rapport minutieux et fondamental sur ses découvertes à Tanis. Mais le moment irrépétible était passé. Le monde était différent, en ruine se relevant à nouveau. La guerre froide et la course à l'armement nucléaire commençaient. L'intérêt du grand public pour l'Égypte pharaonique n'avait plus cette intensité dévorante. Il n'y eut pas de sensation. Les trésors de Susénès restèrent dans les vitrines du musée du Caire dans la salle numéro 2 à l'ombre de l'éclat médiatique du masque doré de Toutankhamon. Dans la salle numéro 3, Susénès, le souverain puissant qui avait caché sa tombe avec tant d'habileté qu'elle avait survécu 3 millénaires de voleurs et de cataclysmes, fut découvert pour immédiatement se perdre à nouveau. Cette fois englouti par le bruit assourdissant de l'histoire du XXe siècle. Sa gloire posthume, sa place dans l'éternité furent volées par une guerre mondiale. Ainsi, l'une des plus grandes, sinon la plus grande découverte archéologique du XXe siècle passa presque inaperçue pour le grand public, devenue un secret de polichinelle parmi quelques spécialistes. L'histoire de Pierre Montaigne est celle d'un sage qui a défié le consensus, a fait confiance à son intuition et a obtenu une victoire éclatante. Mais c'est aussi une parabole amère sur la fragilité de la mémoire humaine et sur la facilité avec laquelle des événements immenses peuvent s'effacer devant des secousses historiques encore plus colossales. Aujourd'hui, en contemplant l'éclat froid du sarcophage en argent et le visage sévère doré de ces scènes, surgissent des questions plus profondes. Que cache encore la terre humide et fertile du delta du Nil ? C'est une vaste terra incognita archéologique presque inexplorée. Combien de tombes intactes et combien de pharaons oubliés attendent leur heure sous des couches de limon, sous des villes et des villages modernes. Et la question principale, presque philosophique, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas éclaté, comment serait aujourd'hui l'égyptologie et notre vision de l'Égypte ancienne ? Peut-être que les foules se présenteraient non pas dans la vallée baignée de soleil, mais dans la modeste San el Hagar, l'ancienne Tanis. Et peut-être que l'emblème de la civilisation éternelle sur les rives du Nil ne serait pas un masque en or, mais un masque en argent, celui du pharaon qui a été trouvé et pourtant est resté perdu pour le monde.